Une personne blanche qui prend de la place, on va penser qu'elle est badass, qu'elle sait plein de choses. Une personne racisée qui prend de la place, elle va juste être en colère et dérangeante. Parlons culture. Oui, faire famille autrement, réinventer les codes de la famille, c'est forcément politique. Parlons queer. Et souvent, ce qui est mal pris par les gens, c'est qu'ils ont l'impression que si on n'est pas d'accord avec eux, on les réfute en tant qu'êtres. Produit par Tilt. Effectivement, une dimension de responsabilité collective qui est prise en charge, disons, à bras-le-corps en justice transformatrice. En fait, on a la charge de penser en permanence la question raciale, charge dont les personnes blanches sont dispensées. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Ce matin, on accueille 2 militants du TACT, collectif Anticra de Toulouse. Avant la pause musicale, nos invités ont présenté leur structure. Dans la première partie, Amy nous a parlé du rôle de la police dans l'histoire coloniale, un rôle qui a longtemps servi à surveiller les populations colonisées, à réprimer les résistances et à maintenir un ordre social basé sur la race. Merci Amy pour cette introduction. Et maintenant, passons à la deuxième partie de notre émission. Ces moyens de contrôle et de répression, on a commencé à le voir, et ils continuent de persister sous d'autres formes, comme avec les CRA, ou encore la surreprésentation des personnes racisées et pauvres dans les prisons. Ce sont des problèmes structurels, pas des dérives. Ce sont des héritages vivants des pratiques coloniales. Dans cette deuxième partie, nous allons nous concentrer notamment sur les violences policières d'aujourd'hui et les répressions qui en découlent, notamment au sein des CRA. La police, elle n'est pas née pour protéger tout le monde, mais pour contrôler, enfermer et expulser certaines populations. Les CRA et les prisons sont des outils de cette même logique. Pour introduire cette idée, on va écouter une capsule sonore à propos de chiffres sur les CRA en France. Et à ce jour, en France, il y a 25 CRA, dont 4 en Outre-mer, pour une capacité totale d'environ 2000 places. Je continue avec quelques chiffres pour qu'on comprenne la réalité de ces lieux. En 2024, il y a eu environ 40 000 personnes qui ont été retenues dans des CRA dans l'attente de leur expulsion. Et la durée moyenne de rétention d'une personne sur cette année-là était de 33 jours. Et j'en profite pour rappeler que la durée maximale actuelle de rétention est de 90 jours, sauf dans un cas bien particulier, en cas d'acte terroriste, où la rétention peut durer jusqu'à 210 jours. Dans cette capsule sonore issue du podcast Étrange 3, on entend Salomé Bensadi, l'animatrice, nous partager des chiffres sur les CRA. Ces chiffres, on en a commencé à les évoquer tout à l'heure, et on parlait de 25 CRA, de 2000 places et 40 000 personnes retenues en 2024. Je me suis dit, 40 000 personnes, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente en fait des villes comme Neuilly, comme Cergy, et ça peut représenter par exemple la moitié du Stade de France ou des Parcs des Princes. C'est énorme en termes un peu pour se représenter. On en parlait aussi tout à l'heure, mais la loi d'orientation et programmation du ministère de l'Intérieur prévoit du coup un objectif de 3000 places d'ici 2027. C'est un plan d'extension. Est-ce que vous auriez envie de réagir à cette capsule ? J'ai l'impression c'est des chiffres dont on a un peu parlé tout à l'heure, et c'est très bien de les réentendre pour réaliser. Et redire que du coup 55% de l'enfermement c'est à Mayotte. C'est aussi important, je trouve, de se dire que sur ces 40 000, il y a plus de 20 000 personnes qui sont enfermées spécifiquement à Mayotte. Enfin, ça c'est voilà. Et oui, effectivement le fait de devoir rallonger la période de rétention jusqu'à 210 jours, enfin ce projet de loi qui essaie de passer en force. Oui. Et sur le projet de construire 3000 nouvelles places, donc en 2023, ils avaient annoncé 11 nouveaux CRA. Aujourd'hui, dans le dernier rapport d'une sénatrice LR, elle a parlé de 8 CRA en construction ou en projet de construction pour 2029. Donc il y a du retard. Voilà. À ce sujet, on a une brochure qui a été réalisée collectivement avec les collectifs anti-CRA plus anciens, et il y en a plusieurs qui se sont créés justement dans les villes où il y a des projets de construction. Cette brochure, vous pouvez la trouver sur notre blog Toulouse Anti-CRA.
Super. Et construction de CRA, de LRA aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de zones d'attente ou des locaux de rétention administrative qui sont d'autres formes d'enfermement. Donc les locaux de rétention administrative LRA, ça peut être ouvert n'importe où, dans un hall d'aéroport. D'un coup, on va dans un hôtel, ça va être mobilisé pour parquer des personnes. Encore une fois, les zones d'attente notamment dans les aéroports. Et donc avec bien sûr des spécificités, mais aussi beaucoup moins d'accès, beaucoup de faux juridiques, bien sûr. Oui, et dans les LRA qui peuvent aussi se trouver dans des commissariats, il n'y a pas les droits fondamentaux qui sont respectés pour les personnes retenues. En fait. Parce que normalement, les LRA sont faits pour une rétention courte, c'est-à-dire le temps de trouver une place en CRA. Donc normalement, c'est 48 heures. Et donc, il n'y a pas de conseil juridique, il n'y a aucun moyen pour les personnes de défendre leurs droits. Mais il y en a quand même 30. Il y a 30 LRA qui sont permanents. Et les préfectures peuvent, avec l'autorisation du procureur, je crois, en créer un, comme le camarade l'a dit, à tout moment, pour dépanner. Ouais. Et les zones d'attente, il faut savoir que les enfants sont encore enfermés dans les zones d'attente. C'est-à-dire qu'on peut avoir des situations absolument atroces de gamins seuls dans les zones d'attente. Et là aussi, il y a des projets de rallongement de la zone d'attente. Aujourd'hui, c'est 26 jours quand même dans une zone d'attente d'aéroport. Et le projet est d'arriver à 6 mois et de construire 600 nouvelles places. Je ne sais pas où ils vont les trouver. Mais voilà, donc la question de l'enfermement, on est en train de vivre quelque chose, justement, d'assez, comment on va dire, qui va être le projet principal pour les personnes étrangères, c'est l'enfermement et les expulsions. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, les expulsions ne sont pas aujourd'hui possibles dans tous les cas, voilà, pour des raisons notamment de laisser-passer. Ok. Je voulais revenir sur les conditions de vie qu'on a commencé un peu à aborder, notamment sur le fait que dans les conditions de vie, elles sont souvent insalubres, c'est-à-dire que les locaux où ces personnes sont informées vont être souvent très sales, l'eau n'est pas potable ou impropre à la consommation ou va être contaminée. Les soins médicaux sont insuffisants, ça a déjà été dit. Et il y a beaucoup de personnes détenues aussi qui vont développer ou voir leurs problèmes de santé s'aggraver, comme des problèmes de santé comme la schizophrénie ou d'autres troubles psychotiques. Et tout ça, ça crée des climats extrêmement anxiogènes où la violence est très présente. Déjà, il y a beaucoup de violence de la part de la police. Donc, c'est pas des matons ou des gardiens de prison qui sont formés pour ça. Non, c'est des policiers qui sont du coup armés avec des armes, mais aussi des gilets, j'allais dire gilets de sauvetage, pas du tout, des gilets pare-balles. Mais au CRA du Ménil-Amnot, qui est un des plus gros CRA en France, il me semble. Avec Vincennes, oui. Ouais. 240 places, oui. Ouais, c'est énorme. C'est un psychiatre qui n'est disponible qu'une fois par semaine pour 240 détenus. Ce qui est loin d'être suffisant, évidemment. Et on en parlait aussi, donc il y a des tentatives de suicide qui sont fréquentes, qui sont souvent stoppées par d'autres détenus, pas par la police, pas par le personnel. Et évidemment, lorsqu'il y a des problèmes médicaux, en fait, c'est à la police d'appeler le secours. Par exemple, les associations, elles sont interdites d'appeler s'il y a un souci ou un problème de santé. C'est la police qui doit faire l'appel. Ce qui est souvent fait, je pense, à retardement. L'usage abusif de l'isolement aussi, c'est une des pratiques qui est quand même assez récurrente. Et du coup, on parlait de dignité tout à l'heure, et du coup, ça crée des conditions de vie qui sont très dégradantes. Et il y a aussi du manque de chauffage, manque de nourriture insuffisante. Et du coup, ça nous montre clairement, comme nos prisons aussi aujourd'hui, qui sont des lieux où en fait, on respecte pas du tout les droits humains. Et c'est ce qui revenait du fait on est traités comme des chiens. Est-ce que je voulais savoir, est-ce que vous auriez envie de rajouter des choses sur en fait quelles sont les conditions de vie des personnes retenues dans les CRA ?
Ouais, il y a plusieurs choses qu'on peut dire par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Bon, là, le premier truc qui me vient, parce que tout à l'heure, on a parlé donc de cette personne qui a résisté à son vol en avalant des piles, et donc qui a été un cas qu'on a suivi comme ça quand même sur plusieurs jours. Et en effet, nous, on a tenté de contacter au bout d'un moment, et ses camarades de prison, hein, faut parler encore une fois quand même de la solidarité et des luttes à l'intérieur. Il avait notamment son camarade de cellule qui a beaucoup fait le relais avec nous, qui a aussi essayé d'appeler plusieurs fois les pompiers. Et effectivement, les pompiers, ce qu'ils ont fini par nous dire, c'est non, nous, à partir du moment où la PAF donne pas son autorisation pour qu'on rentre dans le CRA, on rentre pas dans le CRA. Paf. Donc effectivement, la police aux frontières, pardon, la PAF. Et donc effectivement, il y a la mainmise, le contrôle sur qui va pouvoir avoir des soins, qui va pouvoir être... comment les pompiers ou les urgences vont pouvoir pénétrer dans le CRA. Il faut effectivement que c'est eux qui ont le dernier mot, ça c'est de toute évidence. Oui, donc il y a effectivement plusieurs cas. Je pense que c'est bien de parler de torture. Encore une fois, là-dessus, il y a beaucoup de flou juridique. On travaille, mais pour moi, je peux pas en dire grand-chose parce qu'en plus, on n'est pas du tout spécialiste, mais on a eu un peu accès comme ça au travail d'un chercheur qui travaille sur la torture en France et au Mexique, et que c'est quand même à la base juridiquement une pratique de l'État, la torture. On a tellement tendance à la voir comme je sais pas, un gars qui retient dans sa cave un autre gars. C'est vraiment une pratique de l'État, mais il y a un flou juridique pareil qui permet comme ça d'éviter les condamnations. Et je trouve c'est bien de parler de torture dans les CRA. Moi, j'ai été frappée la dernière fois en allant visiter un détenu qui disait ne serait-ce que le fait d'être sous des lignes d'aéroport. On entend les avions toute la journée. Je me réveille, je fais des cauchemars, je sais pas où je suis, qu'est-ce qui m'arrive. Et ça, ne serait-ce que ça pourrait sembler anodin, mais la violence on sait pas quand c'est qu'on va être expulsé, à quel moment, il y a vraiment ça aussi, l'attente de savoir est-ce qu'il va y avoir un laissez-passer consulaire, est-ce que je vais être expulsé, et d'entendre les avions toute la journée et la nuit passer au-dessus de la tête. Donc effectivement, la nourriture qui est infecte, des fois périmée, dans laquelle il est possible qu'il y ait des somnifères qui soient mis, parce que il y a toujours un état d'apathie après avoir mangé, et donc ça, il y a vraiment aussi la distribution de calmants, de cachets pour faire taire les résistances, pour que tout le monde soit apathique. Il fait froid, manque de couverture, la mise au mitard, souvent la veille d'expulsion, les expulsions forcées, donc on va enchaîner les personnes pieds, mains, avec des casques sur la tête pour éviter toute forme de résistance, les humiliations policières, le fait de la provocation insistante aussi, pour que il y en a qui disent ils veulent que je craque, pour qu'il y ait effectivement une réaction de la part des détenus, et qui puissent justifier des coups qui sont bien sûr hors caméra. Enfin bon, il y a même pas besoin de ça bien sûr pour justifier des coups, mais donc vraiment un climat permanent. Il y a effectivement une grande détresse psychologique, ça c'est évident, comme tu le dis, avec le peu d'accès, donc le fait aussi que, ne serait-ce que même pour des problèmes de santé physique, les médecins du CRA qui sont pas toujours là, qui refusent de donner certains traitements même s'il y a des ordonnances. On a eu ce cas il y a pas longtemps, d'une personne qui avait une ordonnance de son médecin traitant que le médecin du CRA refusait de lui donner, qui avait besoin de voir un kiné, mais il y a effectivement pas donc il y a tout un tas de dispositifs qu'il y a effectivement pas dans le CRA pour soigner correctement les personnes, et les médecins veulent pas délivrer de certificats qui disent il y a une inadaptation à l'enfermement, et donc qui pourrait jouer pour la libération. Et voilà, et donc effectivement plusieurs morts dans les CRA, je crois que c'était 4 en 2024, 4 aussi en 2023, voilà. Ces ruptures dans le parcours de soins, en fait, ça crée des passages à l'acte, que ce soit entre eux, en fait, que même de la violence entre eux, parce que le climat est hyper stressant et anxiogène, et en fait, tu déclenches pour pas grand-chose, parce que tes conditions d'enfermement est très dures, ou c'est, comme tu disais, la police va te faire craquer, et en fait, à la moindre même parole ou réaction, en fait, les personnes vont être passées à tabac. Et en fait, il y a eu aussi, j'entendais, quand j'écoutais des podcasts là-dessus, notamment celui d'Arte Radio, il y a une personne de la CIMAD qui explique un jour, elle est arrivée pour rendez-vous, elle a vu un policier fracasser le crâne d'une personne, elle a hurlé, et après elle était tellement choquée qu'elle pouvait plus bouger, et voilà, le policier, lui, ça le faisait marrer, quoi, et puis il est reparti, et la personne, elle a pas porté plainte, parce qu'en fait, systématiquement, les caméras des personnes qu'il y a sur les gilets sont désactivées, du coup il n'y a aucune preuve, et du coup c'est parole des personnes détenues contre la parole des policiers, et dans ces cas-là la justice valorise toujours en premier la parole de la police, parce qu'ils travaillent avec eux. Et même en fait ce que fait la police, c'est qu'elle va porter plainte contre la personne qu'elle a frappée pour outrage.
Et la personne peut donc se retrouver même en prison, puisqu'on met en prison les personnes sans papier de façon très, très facilement. Donc effectivement, ça se retourne contre elles. Donc en gros, c'est très compliqué de se défendre quand on est sans papier. Déjà à l'extérieur, quand on est une personne racisée, les personnes qui meurent sous les coups de la police, on voit bien ce que donnent les enquêtes quand les familles luttent pour connaître, avoir vérité et justice. Et donc là, le stade, on va dire, l'autre stade, c'est les personnes sans papier. Pas sans hiérarchiser, mais en tous les cas, il me semble que c'est encore plus compliqué. Oui, on observe vraiment une impunité pour la police, que ce soit à l'intérieur des CRA ou à l'extérieur dans l'espace public. Toutes les violences policières, on voit très rarement les policiers être condamnés. Là, tout récemment, le 15 février, je crois, il y avait le procès pour Adama Traoré, et à nouveau il y a eu donc un non-lieu. Assa Traoré a fait un discours en sortant du palais de justice et a dit on va à la cour européenne pour continuer le combat. Toutes les preuves ont montré que en fait il y a eu vraiment un meurtre de la part des policiers, et quand bien même tout ça, les policiers ne sont jamais condamnés. Ils sont même parfois décorés, ils reçoivent des cagnottes avec énormément d'argent. Enfin voilà, c'est tout un système qui permet de maintenir les violences policières et les invisibiliser. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait du fait que, par exemple, les violences policières, on les connaît notamment quand elles sont médiatisées, quand il y a des jeunes qui sont assassinés par la police ou lors des arrestations, ou qui sont beaucoup filmés, que ce soit dans la rue ou lors des manifestations. Mais les CRA, c'est très opaque, parce que déjà, le CRA, on se dit, ok, ça veut dire quoi ? On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où ils sont. Et tout à l'heure, Rémi, tu disais, mais moi, au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Tu te posais la question de quand tu as appris de ce que c'était un CRA. Et justement, moi, je voulais vous poser cette question, c'est en fait, qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, les CRA restent encore très peu connus ? Moi, je me souviens, la première fois en fait, que j'ai appris l'existence des CRA, c'était à travers d'une brochure. Et justement, l'acronyme m'a interpellée, et c'est comme ça que j'ai su, puis aussi avec des amis qui ont travaillé en asso, qui m'en ont parlé. Du coup, ma question, c'était, qu'est-ce qui peut expliquer qui fait que les CRA restent encore très peu connus aujourd'hui ? D'abord, ils sont construits à l'abri des regards, c'est-à-dire près des aéroports, pour permettre l'expulsion. Donc souvent, ils sont un petit peu perdus dans la pampa. Mais la raison principale, c'est que de manière générale, la question des immigrés n'est pas une préoccupation. Je pense que c'est déjà à la base, quoi. La question des sans-papiers, etc., n'est pas une préoccupation. C'est pas un sujet qui touche tout le monde. Il y a des raisons à ça. Et en plus, la question des prisons et de l'enfermement intéresse encore moins, puisque aujourd'hui, il y a très peu de mobilisation contre la question des prisons. C'est vraiment une infime, des petits collectifs qui militent contre ça. Et voilà, et donc les CRA qui sont justement le dernier rouage de la répression contre les personnes étrangères. Ce que je veux dire, c'est que l'enfermement renvoie aussi à l'idée de la délinquance. C'est-à-dire que, puisque on sait que dans les médias et les hommes politiques du matin au soir, quand même, font le lien régulièrement entre immigration, délinquance, terrorisme. Donc, des personnes étrangères enfermées, c'est bien qu'elles le méritent et qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un danger. Voilà. Moi, peut-être il y a d'autres explications à apporter, mais c'est celles qui me viennent. Et on l'a vu pas mal, cette confusion je trouve dans les commentaires de la vidéo qui a été publiée de détenus du CRA qui parlent de leurs conditions de détention et donc ils disent nous on est là parce qu'on n'a pas de papier, donc c'est quand même très, très clair comme message. Et donc nous on est anti-carcéral, donc on pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais prisonniers, mais en tout cas c'est ouf de voir la confusion dans les commentaires, parce que les gens vont dire paye ta peine, ferme ta gueule, ça va
peut être sympa, t'es là parce que enfin, du coup, de suite, c'est ça, enfermé égale délit, délinquance. Et donc, la confusion, je pense, est sciemment maintenue. Et aussi, je voulais rebondir juste, mais parce que tout à l'heure tu parlais de c'est opaque un CRA, en effet, et encore aujourd'hui il y a quand même des associations qui bossent dans les CRA. Donc t'as cité la CIMAD, donc qui fait partie à Toulouse, c'est notamment la CIMAD. Donc t'as l'OFI qui est vraiment un organe de l'État, et puis t'as la CIMAD qui est subventionnée mais qui est censée quand même être indépendante, en tout cas au niveau de... C'est un marché d'État. Oui, voilà, et ça c'est quand même aussi remis en question. Et donc il faut savoir que la CIMAD peut quand même faire le taf de faire sortir des chiffres, faire sortir des données. S'il n'y a plus ce genre d'association à l'intérieur des CRA, ce sera d'autant plus opaque. Oui, parce que pour l'instant, c'est les seules sources d'informations qu'on a en fait quand on a fait nos recherches. Il y en a qui viennent de l'État, mais très peu. Et du coup, c'est ça. Et puis quand on parle des médias, t'en parlais, en fait, les médias mainstream, ils vont pas en parler comme d'enjeux des droits humains, parce que c'est pas ça qui les intéresse. Mais souvent, quand on parle d'immigration, on parle de gestion des flux, de contrôle des frontières, comme des personnes qui sont indésirables, qui sont pas censées être là, ou qui, si elles sont enfermées, elles le méritent. Et même, je trouve que centre de rétention, c'est des vocabulaires très technocratiques, quoi. C'est très déshumanisant, tu le disais tout à l'heure, Amy. Ouais, je pense que du coup, oui, c'est pas la question des enjeux est pas du tout la même, et c'est totalement voulu pour rendre ça acceptable, en fait. Il y a France Terre d'Asile qui a publié un rapport, je crois en 2025, avec justement des chiffres sur plein de détails sur les conditions de vie des personnes retenues. On a pas mal, toujours dans ce podcast d'Arte Radio, il y a du coup la CIMAD qui est au CRA du Mesnil-Amelot, en fait a fait ces enregistrements-là juste avant de quitter le CRA, parce que en fait les conditions de travail des associations indépendantes au sein des CRA est devenue tellement difficile qu'elles ont eu l'impression en fait de plus servir à rien, de plus avoir aucune marge de manœuvre, et du coup se sont retirées. Oui, juste un petit bémol là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait elles n'ont pas une marge de manœuvre immense. C'est un marché de l'État. Donc, c'est plusieurs millions d'euros que l'État paye pour que les associations fassent le travail d'information, et de faire d'information, donc donner aux prisonniers les informations sur leur rétention, et ensuite faire gérer leur dossier, faire le lien avec les avocats. Donc voilà, elles ne sont pas totalement libres. Voilà, après il y a chaque personne va essayer de... Mais voilà, donc il n'y a pas une grande liberté, mais comme disait le camarade, si elle n'était pas là, si c'est l'OFI, par exemple l'Office français d'immigration de l'intégration qui prenait en charge ce travail-là, on peut imaginer que ce serait encore plus opaque. Voilà, c'était juste pour... Pour continuer, on va écouter une capsule sonore, notamment d'une juriste de France Terre d'Asile. On est confronté aujourd'hui malheureusement à des tentatives d'éloignement illégaux, et j'ai un exemple en tête qui est arrivé l'année dernière à Ouassel, un jeune qui était passeporté, qui sortait de prison, qui a été placé en rétention, qui avait contesté son OQTF en fait, donc le recours était pendant devant le tribunal administratif. Il faut savoir que c'est un recours qui est suspensif de l'éloignement, donc tant que la personne n'a pas vu le juge administratif, il n'est pas censé quitter le territoire français, puisque potentiellement son obligation de quitter le territoire peut être annulée. Monsieur, comme il était passeporté, a été éloigné vers l'Algérie. L'audience du tribunal administratif a tout de même eu lieu et l'obligation de quitter le territoire a été annulée. Donc l'État a été condamné à faire revenir la personne, voilà, sous astreinte par jour de retard. Il faut savoir que lorsque nous, France Terre d'Asile, avons été alertés en fait de cette tentative d'éloignement illégal,
On s'est activé dans l'urgence pour informer les escortes, pour informer la préfecture que ce monsieur avait un recours pendant. Voilà, le monsieur avait tout à fait la possibilité de sortir de l'avion parce que c'était 20 minutes avant le départ. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Le tribunal administratif aussi avait été informé, mais voilà, ce sont des situations malheureusement qui arrivent et qui effectivement se multiplient. Enfin, c'est le constat qu'on fait de plus en plus. Dans cette capsule sonore, on entend Lauriane Auchard-Ossigny, juriste pour l'association France Terre d'Asile au CRA de Ouassel en Normandie. Elle nous parle du cas d'une personne qui a été expulsée illégalement alors que son OQTF avait été contesté et précise que cela arrive de plus en plus souvent. Est-ce que vous auriez envie de réagir à cette capsule ? Moi, je sais pas si ce n'est dire que je pense que c'est le truc de toute façon, il y aura toujours des pratiques illégales qui finiront par être légalisées. Je pense qu'il y a un énième témoignage de prise de liberté par rapport à la loi qui finiront par être... On finira par trouver des projets de loi qui permettront ce genre de pratiques. Tout à fait. J'aimerais clarifier pour nos auditeuristes, du coup, OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Et enfin voilà, quand on écoute, enfin moi quand j'entends cette capsule, je peux imaginer les impacts psychologiques sur cette personne en fait qui a été enfermée, déportée et ensuite ramenée en France. Enfin voilà, c'est tout un processus ultra violent en fait et qui je pense a des impacts sur la santé physique et mentale des personnes enfermées aujourd'hui quoi. Oui, pour rebondir sur la question de la santé mentale des personnes enfermées, il y a énormément, ça justement ce sont les associations qui en témoignent, il y a énormément de personnes qui ont des troubles psychiques, mais graves, hein, c'est-à-dire en parlant de schizophrénie, etc. On a pu en rencontrer quand même au parloir des personnes schizophrènes et pour ça, l'enfermement est maintenu. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, le médecin ne donne jamais, même pour une femme enceinte qui perd du sang, etc., ne donne jamais de certificat d'incompatibilité. Voilà. Moi, je voulais revenir et pour finir qu'en fait, on le disait, en fait, de rendre légales des pratiques illégales, c'est que l'injustice juridique, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les CRA, en fait, il y a un non-respect total de l'état de droit, c'est-à-dire que il y a beaucoup de détenus, du coup, qui ont des dossiers légaux en attente. Par exemple, comme il y a des personnes qui ont des statuts de réfugiés, où elles ne devraient pas être expulsables selon la loi. Mais malgré les preuves, elles sont toujours enfermées. Et en fait, les nouvelles lois d'immigration, on l'a cité aussi tout à l'heure, c'est comme la loi Darmanin, elles durcissent les critères d'expulsion. Et Amy t'en parlait, du coup, c'est des gens qui sont... en France depuis longtemps, depuis 15-20 ans, qui travaillent. Et en fait, c'est personnes qui se retrouvent totalement déracinées et expulsées. Et en fait, ces politiques, elles coûtent très cher, mais elles détruisent des vies, des familles. Et il y a beaucoup de gens, comme je le disais, qui ont des liens familiaux très forts en France. Et du coup, ça rend des expulsions ultra douloureuses. Donc, c'est juste des mécanismes d'injustice et de misère qui sont mis en place. Voilà, et c'est un continuum, je le redis, la police, la justice et les législateurs et les expulsions sont tous interconnectés pour maintenir un ordre social inégalitaire. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. On reçoit ce matin 2 militantes du TAC, le collectif Toulouse Anti-CRA. Avant la pause musicale, on a parlé des conditions de vie des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, des violences policières qui y sont présentes et de la répression administrative. On arrive à la 3e et dernière partie de cette émission. Donc après avoir fait des constats qui font froid dans le dos, on va se redonner du power, j'espère en tout cas, et parler de résistance. Les résistances ont toujours existé. Aussi longtemps qu'a existé l'impérialisme, l'esclavagisme et la colonisation, il y a eu des résistances. L'histoire est racontée par les dominants et ils ont bien fait leur travail d'ignorance blanche en effaçant ou invisibilisant la multitude de rébellions et d'insurrections qui ont existé.
pour définir revenir un petit peu, faire une boucle dans l'histoire esclavagiste. Le marronnage est une forme de résistance pratiquée par des personnes réduites en esclavage. Donc, un ou une esclavisée qui marronne se réapproprie son corps et son temps, au moins temporairement, et se soustrait au pouvoir absolu de son soi-disant maître. Le marronnage prenait différentes formes. Ça pouvait être, par exemple, fuir la plantation, saboter des infrastructures, mais ça pouvait aussi passer par le chant et la danse. Moi, je viens de La Réunion et à La Réunion, la musique traditionnelle, c'est le maloya. Et donc, ce sont des chants, de la musique et aussi des danses qui ont permis, en fait, aux esclavisés de survivre et de créer du lien entre elles et eux. On écoute Jalissa Sekhmet dans son podcast Aphrodia nous parler de marronnage et de libération. À l'école, on nous a jamais parlé de l'existence des marrons. La grande majorité d'entre nous ont découvert leur existence adulte. Personnellement, je l'ai appris vers 18 ans, car dans le mouvement Rasta, on nous a toujours dit que de nombreux esclaves fuyaient dans le Zion, la forêt, et s'organisaient. Nous avons tous appris dans les livres d'histoire que c'est Victor Schœlcher qui a aboli l'esclavage, et nous avons tous vu ce tableau que l'on retrouve dans tous les livres d'histoire, peint par François-Auguste Billard. La scène est centrée sur 2 Africains réduits en esclavage qui s'enlacent, les yeux tournés vers le ciel avec des chaînes brisées, symbole de la liberté qu'ils viennent d'obtenir. Ce tableau glorifie l'action des Blancs qui libèrent les Noirs. Bien évidemment, nous voyons aucun marron sur ce tableau. C'est ce qu'on appelle la falsification historique et la volonté d'écrire une histoire officielle. C'est avec cette version que nous avons grandi. Il est important de souligner que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de libération qui s'est obtenue en faisant appel à la bonté de cœur de l'oppresseur. Toute libération est le résultat de révoltes et de combats acharnés. Mais alors, quelle est la véritable histoire de la fin de l'esclavage ? Pour entendre la suite, la réponse à cette question, je vous invite du coup à écouter Jalissa Sekhmet, qui est podcasteuse, autrice et éditrice. Et dans cette capsule, elle nous parle de la manipulation de l'histoire et que toute libération ne s'est jamais faite par bonté de cœur de l'oppression, mais grâce à des révoltes acharnées. C'est hyper intéressant, elle parle de ce tableau en fait où on croit en fait que c'est Victor Schœlcher qui a libéré le monde les colonies françaises de l'esclavagisme. Et à aucun moment, en fait, on parle des résistances qui a eu lieu, notamment, dans toutes les colonies, il y a eu des résistances. Donc, on se disait le marronnage. Et moi, je travaille beaucoup autour de l'histoire, notamment dans mes formations. Et ça m'a fait un bien fou, en fait, d'apprendre que, en fait, les personnes ont résisté. Il y a un peu ce truc dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que les Blancs ont débarqué, les peuples colonisés se sont laissés faire et se sont laissés piller, violer, voler, rafler et voilà. Et à un moment, les Blancs se sont dit bon, allez, on est super sympa, on arrête. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est aussi l'objectif en fait de cette émission, c'est écrire notre histoire et visibiliser nos résistances aujourd'hui et d'archiver nos insurrections pour éviter une falsification de l'histoire dans le futur. Et du coup, je me tourne vers vous. D'après vous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut activement lutter contre la répression administrative, contre les violences policières et contre le racisme d'État ? Ouais. Vous avez 8 heures. Je sais pas. Non, mais au regard de tout ce qu'on vient de dire, on peut déjà faire une réponse simple, c'est rejoindre les collectifs qui existent, rejoindre pour soutenir les premières concernées qui luttent. Donc déjà, ça serait... je pense que tout est là, parce que justement, je parlais de résistance des personnes concernées. Il faut savoir que c'est toujours les personnes concernées, sur les questions des papiers, sur les questions de violences policières, c'est les personnes concernées qui s'organisent, que ce soit dans les comités vérité et justice contre les crimes policiers, ou les personnes dans les CRA, ou les personnes sans papier pour leurs papiers, etc. Et donc,
propres modes d'action qui ne sont pas toujours ceux justement des personnes, des syndicats par exemple, ou des associations un petit peu plus institutionnelles, etc., qui les accompagnent. Donc les personnes ont leur propre mode d'action et c'est ça qui est aussi intéressant. Et tout ce qui a été acquis sur les questions des papiers, sur les questions, c'est parce que les personnes se sont mobilisées. Hein. On peut repartir depuis les années 70-80 avec tous les différents collectifs qui ont été. Donc voilà, ça c'est très important et que nous, par exemple, qui avons des papiers, on est juste des soutiens. Et je pense que ça c'est aussi important de savoir où est-ce qu'on se place parce qu'on est on a un confort qui est celui d'avoir des papiers et on se tient aussi à notre place. Et donc notre travail, on va dire, c'est vraiment de soutenir ce que les luttes des personnes, leurs témoignages, et on ne va parler des centres de rétention qu'à travers ce qu'elles en disent, en fait. Qu'on n'invente rien, même si après, nous, on fait un travail de politisation, mais on se base quand même sur ce qu'elles en disent. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et alors, évidemment, c'est rejoindre tous les collectifs qui existent. Alors, si c'est à Toulouse, par exemple, il y a la CREA qui aide les familles à s'organiser, qui est une auto-organisation de réquisition de logements, mais de squat, hein, dans ce sens-là, et qui s'auto-organise pour se loger. Il y a, par exemple, il y a le GECO qui accompagne les personnes migrantes LGBT, les comités de soutien à la Palestine, les collectifs de familles de victimes, parce que le comité Vérité Justice, les assemblées de quartier, nos camarades de Secours Rouge pour soutenir les prisonniers politiques. Donc je pense que si on avait plus de monde concerné par ces questions-là dans ces collectifs, eh bien je pense qu'on aurait plus de force, évidemment, et voilà, et la lutte serait d'autant plus comment dire, je sais pas. Voilà, j'ai fini. Point. On peut aussi du coup soutenir en allant en manif. Tout à l'heure tu parlais du coup des dates un peu clés. Il y en a plusieurs dans l'année et du coup soutenir, aller en manifestation pour montrer. Pour faire abroger des lois racistes par exemple. Non, pas les lois antiracistes. Pour les violences policières, on peut aussi, pendant les contrôles, en fait, utiliser son privilège blanc et le fait que nous, on a des papiers pour documenter, donc filmer, essayer de s'interposer. On le voit énormément aux États-Unis en ce moment avec ICE, en fait, où il y a une vraie auto-organisation de la part des citoyens et des citoyennes pour réagir face aux rafles qui sont faites. Et en fait, peut-être qu'on peut adapter aussi, nous, à notre contexte en France aussi, mais on le voit, au moins une fois par semaine, on voit dans l'espace public un contrôle policier. Et voilà, en fait, on s'est tellement habitué à voir ça que on va passer à côté et continuer sa petite journée. Alors que on peut s'arrêter et filmer pour être sûr d'avoir des images. Et en fait, c'est légal. Vous ne risquez rien en filmant la police aujourd'hui. Ouais. Et puis, je pense que du coup, ça vient parler du fait de s'impliquer activement en utilisant, par exemple, tu parlais du privilège blanc. En fait, en utilisant ce privilège-là et en s'impliquant et en se mettant aussi, là c'est pas la question de se mettre en danger, mais du coup c'est en mettant quelque chose en action, en utilisant ce privilège, c'est comme ça aussi qu'on peut se dire que si on a un système notamment raciste à abolir, il va pas se faire que par les personnes concernées par le racisme, mais aussi par des personnes qui fait qu'on vit en société, on vit ensemble. Et on a besoin aussi du coup de s'impliquer et d'utiliser tout ce qui est possible dans nos moyens pour dénoncer ces crimes qui se passent sous nos yeux. En fait, il y a trop de gens qui décèdent de la police et là, je voulais vous en parler parce que c'est la suite de notre partie. C'est qu'en fait, depuis le début des années 2000, on observe une multiplication des cas de violence illégitime et des restrictions des libertés publiques et des droits fondamentaux. Et en fait, aujourd'hui,
La police et les gendarmes, on l'a vu, ils bénéficient d'une impunité de fait, et ce qui a permis de renforcer et de banaliser ces violences. Et en fait, il y a quelques semaines, tout à l'heure tu le disais, Amy, la Cour de cassation, elle a prononcé le non-lieu dans l'affaire de la mort d'Adama Traoré, 10 ans après les faits. Ce qui est horrible. Et en 2024, je voulais vous donner quelques chiffres. Il y a 8 personnes qui sont décédées en garde à vue. Il y a 65 personnes qui sont mortes lors d'interventions policières. Entre 2005 et 2025, c'est au moins 560 personnes qui ont trouvé la mort au cours d'une mission des forces de l'ordre. Et l'année 2026, elle commence comme l'année 2025, elle s'est terminée. C'est-à-dire que dans la nuit du 15 janvier au 16 2026, il y a un homme qui a perdu la vie après une intervention de la police dans un commissariat parisien. Il s'appelait El Hassen Diarra. Il était originaire de Mauritanie et avait 35 ans. Sa famille et ses amis sont dévastés. Un an auparavant, en janvier 2025, c'était à Toulouse, dans le quartier de Bagatelle, que Bilal, 34 ans, père de famille, est mort après une chute de scooter qui a été provoquée par la police. Et sa mort a soulevé des questions et a suscité beaucoup de colère. Et il y a un comité Vérité et Justice pour Bilal qui a été créé peu après. Dès les premiers jours, ses proches et ses soutiens se sont mobilisés pour demander des explications. Et en fait, ces violences policières, c'est pas moi qui le dis, c'est la sociologie critique des études postcoloniales et de Critical Race Studies qui explique qu'en fait, ces violences policières, elles sont ni accidentelles ni marginales, elles sont un outil de maintien de l'ordre social et racial. Inégalité sociale, elles sont produites et maintenues par des institutions telles que l'État, la police, l'école, le marché du travail. Et je pense que c'est important aussi d'en prendre conscience pour se dire aussi qu'on a besoin de s'impliquer et d'utiliser nos privilèges quand on en a. Et en 2005, avec, je le rappelle, la mort des 2 adolescents Zied Benna et Bouna Traoré, qui ont fui en fait un contrôle de police et qui sont allés se réfugier dans un transformateur électrique, sont décédés et ça a déclenché 3 semaines d'émeutes dans les banlieues. Et en fait, ces révoltes dans les banlieues, elles ont été un laboratoire de répression et d'humiliation. Et à ce moment-là, les discours des politiques de l'époque comme Sarkozy et de Villepin, ils ont décrédibilisé et ils ont stigmatisé ces adolescents pour rendre leur mort acceptable, si on peut, et là je mets des gros guillemets, aux yeux des grands publics en parlant comme des cambrioleurs, alors que c'était pas du tout le cas. Et c'est ces mêmes politiques, pour mater ces révoltes, des mesures d'exception comme l'état d'urgence, qui la dernière fois avait été utilisé, c'était pendant la guerre d'Algérie, pendant les révoltes, pour justifier un contrôle policier très accru. Et en fait, ce contrôle policier, c'est quand même 5000 personnes qui ont été interpellées, 1300 incarcérés, notamment en partie des mineurs. Et en fait, 10 ans plus tard, et ça s'est passé pendant 3 semaines, ça s'est pas amélioré. Et du coup, les jeunes qui grandissent dans ces quartiers, ils vivent toujours dans un contexte d'inégalité sociale profonde et avec des contrôles policiers qui sont omniprésents et humiliants, avec la possibilité de mourir en fait. Et c'est une réalité pour beaucoup, et ces révoltes, elles sont le symptôme d'un malaise qui est bien plus large. C'est un système qui a transformé ces quartiers en zone de surveillance et de répression. Même la manière aussi, j'en discutais avec une amie, qui me disait que la manière dont sont aujourd'hui conçus ces quartiers, c'est la manière dont les tours ou les bâtiments vont être construits, c'est pour que les jeunes ne puissent pas s'y cacher et que la police puisse y circuler facilement. Enfin, on en est aussi dans des questions d'architecture, mais oui. Vas-y, fini. C'est même pensé dans l'architecture pour contrôler et réprimer. Tu voulais rebondir ? Ouais, j'aimerais juste revenir sur le terme concerné. Moi, je trouve que quand on dit oui, concerné par le racisme, en fait, on l'est tous, parce que le racisme, c'est un système de domination qui avantage un groupe et qui domine un autre. Donc, évidemment, pas du tout du même point de vue, on est concerné, mais il y a des personnes qui sont concernées parce qu'elles profitent en fait du privilège blanc, et il y a d'autres personnes qui sont concernées parce qu'elles subissent du racisme et donc toutes les conséquences qui vont avec. Mais on fait en fait tous partie de ce système-là, et du coup, moi j'ai envie de mettre un peu de nuance sur ce mot concerné, parce que ça peut faire en sorte aussi. Voilà, c'est aussi se raconter un narratif de moi je suis pas concernée par le racisme, et du coup il y a quelque chose de on va moins se mettre en mouvement pour lutter contre. Moi je le vois énormément dans mes formations, on travaille beaucoup sur
ce qui freine les personnes à agir ou à réagir face au racisme. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est je ne suis pas concerné, en fait. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on est concerné par son point de vue situé, ça donne en fait l'élan de pouvoir se dire ok, en fait j'ai des choses aussi à faire, j'ai un pouvoir d'agir dessus, un pouvoir de lutter. Et en fait c'est aussi accepter que ça va être inconfortable. Il y a cet inconfort en fait, je trouve dans la lutte, en fait c'est dans l'essence même du mot, et souvent on l'oublie en fait. On se dit oui bah voilà et en fait, si on n'est pas dans l'inconfort, c'est qu'on est dans un entre-soi. On est on lutte avec, entre guillemets, avec des personnes avec qui on est d'accord, avec qui on a les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les mêmes combats. Et sauf qu'en fait, du coup, ça veut dire qu'on a inévitablement des angles morts. Voilà, je te laisse la parole, camarade. Par personne concernée, pour nous, c'est important dans le sens où on va respecter leur choix, en fait. C'est pas tant de se désolidariser ou de ne pas se sentir concerné. Au contraire, je suis d'accord, on est tous concernés. Mais c'est d'être dans le respect de comment, par exemple, une famille qui a subi un crime policier, comment elle souhaite s'organiser. Et ça vient d'elle, en fait. Et justement, pour éviter aussi la posture paternaliste qui est quand même assez fréquente dans les collectifs, les associations, etc. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là que je parlais des personnes concernées pour respecter le choix des luttes qui ne sont pas toujours les mêmes, justement, que... Ouais, mais j'ai bien aimé parce que t'as dit première concernée, et en fait pour moi c'est ça, dans concernée en fait il y a plusieurs nuances. Je le disais surtout pour les auditeuristes enfin voilà. Ouais, on est d'accord. Oui. Merci pour ces précisions. Face à toute cette violence, je voulais faire une petite ouverture. Donc on parlait des résistances, Amy a commencé à en parler, et des luttes, et j'aimerais bien qu'on écoute une personne qui a vécu longtemps en banlieue et qui a beaucoup milité et qui continue aujourd'hui encore nous parler de son rapport à l'espoir. De l'espoir ? Ouais, mais il en faut de l'espoir. Personne m'enlève mes rêves. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. L'espoir, il est dans la lutte. L'espoir, il est dans nos projets, il faut y croire. L'argent, c'est quoi sa valeur ? C'est quoi la valeur ? Il n'y a plus de principe, il n'y a plus de valeur. La valeur, elle est ailleurs, elle n'est pas là. Il faut repartir de la base. La base, c'est quoi ? Il faut réapprendre à faire les choses ensemble. Anarchie, ça ne veut pas dire bordel, hein. Ça veut dire s'organiser sans chef, c'est tout. Hein. Je rappelle ça parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi. Personnellement, moi, j'ai pris le chemin, j'ai dit, on va proposer un outil, c'est à partir de la nourriture. Parce qu'en vrai, toutes ces histoires-là, elles partent de quoi ? Un frigo vide, des darons qui pleurent la misère. Déjà, la nourriture, c'est comment on mange, notre santé. Garder ses dents en bon état, parce que ça vient aussi de là. Hein. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin d'être en paix, tout le monde a besoin de respirer, tout le monde a besoin d'amour, de convivialité, de partager. Dans cette capsule sonore, issue du documentaire Nos champs de bataille de Mathieu Rigouste, on entend Fahima Laoudi du comité Vivolé nous parler de son rapport à l'espoir et sa place dans la lutte. En peu de mots, elle rappelle l'essentiel et de continuer à y croire, de préserver les espaces où on fait ensemble et de prendre soin. Face à toute cette violence, des collectifs, des associations s'organisent. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous auriez envie de réagir à cette capsule ? Non, elle est super. Ouais. Je trouve que ça fait du bien, en fait, quand je l'ai vu, ce documentaire, il est quand même assez intense et il te révolte et il t'indigne à plein d'endroits. Et en fait, justement, quand elle vient t'en parler de ça, c'est comme une respiration, tu te dis « Ah oui, ok, oui, c'est vrai ». Et elle vient reconnecter sur des choses très simples du fait de et préserver ces espaces où les gens puissent se retrouver autour, que ce soit des cantines, des activités ou sportives, et du fait de continuer à intégrer cette lutte, mais surtout à préserver ces espaces où les gens sont ensemble et peuvent s'apporter solidarité, entraide, soutien, mais tout en faisant en faisant des choses de nos vies communes, quoi. Parce qu'en fait, c'est très fatigant de militer, faut trouver ces espaces-là aussi pour continuer
pour faire face à toute cette violence. Et on a commencé à l'aborder tout à l'heure. Moi, je voulais vous demander justement quels sont visibiliser les collectifs et associations qui s'organisent pour lutter contre ces violences. Il y en a qui ont commencé à être cités, comme la CREA, le GECO, les comités de soutien à la Palestine ou encore les assemblées populaires. Il y a aussi des collectifs de justice pour Adama, les comités de vie volée, les comités de vérité et justice pour Bilal, ou encore, on l'a vu aux États-Unis, c'est des mouvements comme Black Lives Matter, ou encore en France, nous, l'Observatoire des violences policières, qui sont en fait des initiatives aussi citoyennes pour dénoncer, s'organiser, et voilà. Est-ce qu'il y en a que vous voudriez rajouter ? Concernant la question des CRA, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, il y a plusieurs collectifs. Il y a des collectifs dans plusieurs villes, que ce soit Marseille, Lyon, en Île-de-France, Paris, Calais, et de nouveaux collectifs aussi qui sont en train de se créer autour des nouvelles constructions de CRA. À Dijon, Béziers, Dunkerque, Nantes. Voilà. Et il y a une coordination nationale qui regroupe toutes les villes, voilà, pour lutter contre ces nouvelles constructions. Voilà, ça, c'est important parce que je pense qu'il y a une dynamique pour justement visibiliser et que dans chaque ville, au moins, il y ait une mobilisation contre surtout les nouveaux CRA, parce que voilà, il faut agir avant qu'ils soient ouverts. Et comment est-ce qu'on peut suivre vos actions, vos infos, et si jamais les personnes ont envie de vous rejoindre, comment est-ce qu'elles peuvent faire ? Alors pour nous soutenir, déjà il y a la question très triviale de l'argent. On en a besoin. On a une cagnotte en ligne et effectivement on a besoin d'argent, mais comme on le disait tout à l'heure, parce que on amène de la nourriture, des cigarettes, des vêtements, on paie des billets d'avion, des chambres d'hôtel parfois. De train. Ça commence à être la fatigue. On prend des billets de train, de bus, covoiturage pour les personnes qui sortent du CRA. Donc on a besoin d'argent, ça c'est important. Et ensuite vous pouvez donc on a un blog sur lequel il y a beaucoup de documentation, beaucoup de brochures qui ont été éditées par le TAC, de témoignages qu'on va retrouver aussi sous ensemble un peu condensé sur nos réseaux sociaux. Donc on est sur Instagram, sur X, sur Facebook. Voilà, et après c'était la question que pour nous rejoindre, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est toujours une question sensible. En tout cas, on travaille beaucoup, on fonctionne beaucoup avec le principe de cooptation. Pour intégrer le CRA, voilà. Pour intégrer le TAC. J'arrête de parler. Non, promis, on vous intègre pas au CRA. on lutte contre. Vous inquiétez pas. Mais voilà, en même temps, ça fait presque 2 heures qu'on est là. On arrive à la fin de notre émission consacrée au racisme d'État, aux violences policières et au CRA, au Centre de rétention administrative. Le podcast sortira en 2 épisodes et sera disponible sur différentes plateformes d'écoute. Un immense merci à nos invités du TAC de nous avoir partagé vos expériences et vos connaissances sur le sujet. Merci à vous de nous avoir invités, c'était super. D'avoir consacré 2 heures pratiquement sur les CRA, c'est super important. Merci. Auditeurs, si vous voulez aller plus loin, on mettra en descriptif du podcast toutes les ressources citées dans l'émission. Le podcast sera prochainement disponible à l'écoute. Notre prochaine émission aura lieu le 23 mars 2026. Merci pour votre écoute. Un grand merci à Claire à la régie et à bientôt. On se quitte en musique avec l'artiste Laze. Laze est une chanteuse et auteure-compositrice francophone évoluant dans un univers R&B et soul contemporain. À travers sa musique, elle aborde des termes liés à l'identité, à l'amour, à la confiance en soi et à la valorisation des cultures afrodescendantes. Son titre Black Woman est un morceau engagé et vibrant qui célèbre la force, la beauté et la résilience des femmes noires. La chanson met en avant la fierté, l'estime de soi et l'héritage culturel tout en dénonçant les stéréotypes et les injustices. On écoute le morceau Black Woman.
suis noire de peau, c'est grâce à mes camarades que je le sais. Vu que personne me confie ses secrets. Je crois qu'ils ont du mal à s'approcher, mais ça les amuse de voir mes cheveux crépus de près. J'ai peur de paraître un peu vexée, donc à la maison personne ne le sait. Puis je commence à complexer, donc je m'éloigne de ma personne sous tous les aspects. Pour que les filles puissent m'accepter, je défrise mes cheveux pour les rendre un peu moins bruts. Mon ex-meilleur ami me jure que les remarques sur mes lèvres ne sont pas des insultes. À la télé, personne ne me ressemble. Des hommes me comparent à ceux qui marquent des buts. Ma mère me répète que je suis belle, mais c'est devant le miroir que je lutte. Some black girl out there, so many black women out there that are watching me right now, and I want to tell you, you can do it. Anything is possible. Anything is possible. Je suis noire, la nature de mes cheveux n'est pas lisse. J'ai l'intelligence d'Angela Davis. J'essaie d'éviter tous les vices. Des produits qui font qu'elles s'éclaircissent. J'en parle parce que je connais les risques. Faut voir la richesse dont on hérite. Pour le comprendre, j'ai fait ce long périple. Je suis fière parce que ma peau le mérite. Les traits de mon visage font ma force. C'est la taille de ma bouche qui fait mon charme. Parfois je me sens blessée, trahie par les miens, mais c'est souvent la sagesse qui me soigne. Ils aimeraient voir une angry woman. C'est en montrant le contraire que je gagne. Je suis forte, belle, je suis comme Angélique. Quand le monde entier me regarde, je prends la réussite comme anti-stress. On me ferme les portes, j'arrive à grande vitesse. Je veux pouvoir être celle qui parle à son peuple, même quand elle voyage en classe business. Que toutes les petites filles qui doutent se transforment tout en celles qui rêvent. Ne fais pas partie de celles qui se taisent, car on retiendra que celles qui se lèvent. J'aimerais passer un petit message à toutes les jeunes filles qui sont en train de se construire, ou bien les grandes dames qui complexent. Je sais que parfois c'est dur, mais sachez que vous êtes précieuses. Il ne faut jamais en douter.